Claude Goazienne. Merci beaucoup. Je crois qu'une grande partie de l'exposé a déjà été évoquée. Moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que lorsqu'on parle de l'Iran, il faut distinguer une chose essentielle. Il y a le peuple iranien et les dirigeants iraniens. Et vraiment, dans la rue, on sent déjà cette différence. D'abord parce que les dirigeants iraniens, on ne les voit pas. Enfin, on voit en tout cas les ministres, mais les grands Manitou, on ne les voit pas. Et que le peuple iranien est un peuple qui est vraiment moderne, fondamentalement, qui essaye au maximum de s'adapter. C'est un peuple intelligent, c'est un peuple sympathique, c'est un peuple qui a été accablé par la guerre avec l'Irak, où on a presque 800 000 à 1 million de morts. C'est-à-dire c'est un peuple qui n'a pas envie de faire la guerre, pour être clair, et qui a beaucoup souffert de la précédente. Donc c'est un peuple dont moi j'ai beaucoup de sympathie. C'est pas un peuple méditerranéen, c'est un peuple asiatique. J'y reviendrai en fin d'exercice. C'est un peuple perse tourné vers l'Asie, ce que personne ne voit actuellement, mais enfin qui semble quand même de plus en plus préoccupant. Pas préoccupant d'ailleurs, intéressant. Et donc parlons des dirigeants. Les dirigeants dont on ne parle jamais d'ailleurs, pratiquement parce qu'on ne sait rien d'eux. On sait en tout cas vraisemblablement que ce sont les gens les plus corrompus, probablement de toute cette région, qui est pourtant experte dans le domaine. Car une grande partie de la fortune de l'Iran passe dans les mains des dirigeants religieux, plus ou moins, et de leur armée privée, c'est-à-dire les pasdaran, puisque les pasdaran ne dépendent que des religieux. L'armée iranienne est une armée qui n'existe quasiment pas, qui est armée d'une manière très archaïque, alors que les pasdaran sont 125 000 hommes surarmés, payés directement sur le budget du grand Manitou, c'est-à-dire les deux Khamenei, qui est le chef suprême, dont le frère d'ailleurs est, semble-t-il, assez riche, ainsi que celui qui dirige les pasdaran, M. Soleimani, dont on nous avait dit dans une réunion précédente en Irak qu'il était vraisemblablement un des hommes les plus riches du Moyen-Orient. C'est dire qu'il faudrait peut-être de temps en temps étudier quel est le degré de corruption là-dedans et pourquoi ce peuple, qui est un peuple intelligent et dynamique, est tellement atrophié. Je ne suis pas du tout d'accord avec la thèse américaine selon laquelle il y a une possibilité de renverser dans l'immédiat les dirigeants. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut laisser un peuple de ce genre dans cette situation? Ça, c'est une vraie question. Donc je suis un peu dans l'incapacité de vous répondre, même si vous comprenez bien mes choix. Alors la question, c'est quel est le point international et quel est le problème militaire? D'abord, le point international de l'Iran n'est pas négligeable, car l'Iran domine une grande partie du Moyen-Orient. C'est vrai de l'Irak, où la présence des pasdaran et la présence des Iraniens est très très forte, voire même est essentielle depuis le départ des Américains, avec tous les problèmes que ça pose. C'est vrai du côté de la Syrie, où en Syrie, les Iraniens poussent de plus en plus vers une présence de plus en plus forte, tenue d'ailleurs en respect par les Russes, qui de ce point de vue sont un élément peut-être davantage pacifiste globalement, même si on vient d'apprendre aujourd'hui que les Russes venaient de fournir des SS-400 aux Iraniens, mais enfin ça reste encore à démontrer. Et puis vraiment la présence au Liban avec le Hezbollah. Et puis bien entendu aussi le Yémen. L'Iran est un pays qui est riche, puisque, à part la corruption, pratiquement, le peuple est en train de payer les impôts. C'est un pays qui est riche, mais qui, en même temps, est très touché par la crise pétrolière, puisque la sortie des Américains et la pression des Américains sur les clients de l'Iran est en train de mettre le pays dans une grave difficulté économique, puisqu'on est passé de 2 millions de barils à 500 000. Et le grand reproche que nous ont fait les dirigeants iraniens, c'est qu'est-ce que vous attendez pour nous acheter du pétrole? Évidemment, on a mal d'acheter du pétrole parce que les sanctions américaines nous touchent aussi. Et on vient de savoir que les Chinois venaient de eux-mêmes renoncer à acheter du pétrole à l'Iran. Je note qu'il y a 2 jours, ou hier je crois d'ailleurs, le président de la République a reproché ouvertement aux Iraniens qui veulent sortir désormais du traité de Vienne, puisqu'ils considèrent que ce traité est caduc, puisque les Européens en particulier ne tiennent pas les engagements de remplacement
par le mécanisme du troc qui a fait long feu, même s'il est utile dans un certain nombre de domaines, le président de la République a déclaré qu'il était très inquiet de voir les déclarations du leader iranien, du guide, pour reprendre l'enrichissement de l'uranium à des fins nucléaires. Et que donc on s'oriente vers un schéma qui est un schéma classique en Orient de parole. Je voudrais insister sur le fait qu'en réalité, tout n'est pas si simple du côté du Golfe Persique. Et même si l'Arabie saoudite est l'adversaire majeur, parce que le premier grand Satan n'est plus Israël, dans les paroles des Iraniens, c'est désormais l'Arabie saoudite. C'est un Satan qui a changé de peau. Mais en revanche, le problème qui se pose dans le Golfe Persique concerne beaucoup plus les Émirats. Et en particulier certains Émirats qui sont très en difficulté parce qu'évidemment, ils vivaient du trafic pétrolier. On voit bien d'ailleurs que Dubaï est en train de souffrir énormément et quelques Émirats commencent à être agacés de voir que le conflit entre Trump, les Américains, l'Arabie saoudite et l'Iran est en train de grever leur propre déficit, leur propre difficulté. Déficit puisque Dubaï est en déficit, qui est probablement remplacé d'ailleurs progressivement par Abu Dhabi. Donc voilà un peu la situation. Objectivement, sur le plan militaire, est-ce qu'il y a des incidents? Moi, personnellement, je ne crois pas du tout. Je crois que nous sommes restés dans un dialogue, mais ça peut déraper sur n'importe quoi. Ça peut déraper sur un accident, comme on a vu cet incident qui s'est produit sur les pétroliers. Ça peut se renouveler. On voit bien qu'on est tangent, mais on est tangent à la marine orientale. Moi, personnellement, ce n'est pas parce que je suis particulièrement optimiste, mais je n'ai pas le sentiment qu'on va vers un affrontement militaire. On va vers un affrontement économique, sévère, très tendu. Bon, j'ai quelques sources d'informations qui me viennent d'ailleurs, mais je vois bien que à la fois les Israéliens et même l'Arabie saoudite sont parfaitement conscients qu'un affrontement militaire serait une catastrophe pour la région. D'ailleurs, je crois que les Iraniens ne sont pas en mesure de résister à un affrontement militaire et ils le savent parfaitement. Bien que les passes d'Aran soient une arme redoutable, 120 000 hommes très très bien armés, avec un général qui est le Soleimani, qui est incontestablement un des plus grands stratèges de cette région. Je voudrais dire pour terminer en 2 minutes que moi qui fais avec M. Joncourt une étude sur la Méditerranée, ce qui m'a frappé, mais ça va vous surprendre, c'est que je ne sens pas l'Iran comme un peuple méditerranéen. Moi, j'aime la Méditerranée passionnément, j'aime le monde arabe passionnément, j'aime le monde juif, ça vous le savez, mais c'est curieux comme je n'ai pas senti en Iran une influence méditerranéenne. Je vois plutôt ce pays vraiment dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans le mode de vie, comme un pays profondément en fait asiatique. Et d'ailleurs, on le voit bien, ce pays a été formé historiquement par les steppes. Il n'y a pas de débouché méditerranéen, même si les Iraniens le cherchent un petit peu, mais enfin, ce n'est pas leur politique prioritaire. C'est un peuple asiatique qui a d'ailleurs des problèmes du côté de l'Asie considérables. Et une des choses que nous a dit le vice-président, le vice-ministre des Affaires étrangères, c'est qu'ils ne se désintéressent pas du tout de l'Afghanistan. Parce qu'ils ont 3 millions d'Afghans. Ils savent très bien que les Américains sont en difficulté avec les talibans et que tôt ou tard, la question de l'Afghanistan viendra se reposer sur le plan international et qu'à ce moment-là, ils pensent avoir un rôle à jouer. De plus, il y a la route de la soie qui les concerne directement. Enfin, vraiment, toute l'architecture, toute l'histoire de l'Iran me fait penser à un grand peuple asiatique qui s'intéresse à la Méditerranée, qui a du pétrole, qui est un grand peuple, mais un peuple très différent de ce que nous connaissions avec Bruno Joncourt de la période de la phase méditerranéenne. Je voudrais dire ensuite que c'est un pays qui est atroce sur le plan quand même de la réglementation des droits de l'homme, etc. On peut raconter n'importe quoi. C'est avec un pays aussi intelligent qui a dominé l'islam pendant des siècles. Eh bien, se conduire comme il se conduit, c'est vraiment, c'est pitoyable. C'est pitoyable d'avoir un pays tellement intelligent sur le plan artistique, littéraire, d'avoir ce pays qui soit opprimé par des religieux qui ne sont pas plus religieux que vous et moi d'ailleurs, puisque l'Iran a cette dernière caractéristique extraordinaire, c'est qu'on n'entend pas le muezzin le matin. Ça m'a beaucoup choqué. Ça nous a beaucoup choqué avec votre Joncourt. On s'est dit, où est le muezzin, nom de Dieu? Pas de muezzin le matin. On ne l'entend qu'à midi parce qu'ils ne veulent pas réveiller les gens. On s'est dit, c'est drôle de musulmans, ces gens-là. Et les mosquées sont vides parce que les chiites ne font pas la mosquée. Ce qui montre, entre parenthèses, tout le côté quand même très artificiel de cette querelle entre chiites et sunnites dont on nous rebat les oreilles dans la presse. Voilà. Bien voilà, cette conclusion qui mènera
peut-être d'autres réflexions sur la question chiite et sunnite. Merci beaucoup à Claude Goasguen.